Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien de professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de vous, de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. Avant d'écouter mon invité, je souhaite vous parler de mon sponsor, Tilt. Tilt est une plateforme d'onboarding RH qui révolutionne l'intégration des collaborateurs. Tilt, c'est le point de départ qui évite les départs. Vous le savez, un onboarding réussi est essentiel pour l'engagement et la rétention des collaborateurs. C'est l'occasion pour les nouveaux employés de se sentir à l'aise dans leur nouvelle entreprise et de se familiariser avec leur culture, leur mission et leurs collègues. Mais l'onboarding peut être une tâche complexe et chronophage pour nous, professionnels RH. Et c'est là qu'intervient Tilt. Tilt est une plateforme d'onboarding RH qui simplifie et automatise le processus d'intégration. Grâce à ses fonctionnalités avancées et personnalisables, Tilt offre une expérience d'intégration fluide qui permet aux nouveaux collaborateurs de se sentir rapidement à l'aise dans leur nouvelle entreprise. Tilt se distingue également par sa flexibilité. La plateforme s'adapte aux besoins spécifiques de chaque entreprise, quel que soit son secteur d'activité ou sa taille. Tilt est enfin une solution simple et intuitive à utiliser. Elle nous permet, professionnels RH, de nous concentrer sur les interactions humaines tout en assurant une intégration réussie des nouveaux collaborateurs. Bref, pour en savoir plus sur le Tilt, rendez-vous sur leur site web www.tilt.io. Tilt, T-E-E-L-T. Place maintenant à notre invité. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Aujourd'hui, je suis ravi d'être invité par Nicolas Passetti, aka le barbu qui parle RH, dans ses superbes locaux bordelais à 2 pas de la gare Saint-Jean. Aujourd'hui, il neige à Bordeaux. C'est ouf, hein. Un truc de dingue. À Bordeaux, voilà. C'est ouf. Ça arrive une fois tous les 10 ans, il fallait que ça soit là. On parle de la Bretagne, mais non. En Bretagne, il fait beau. Moi, j'ai quitté un grand soleil, je plaisante. Et voilà, j'arrive à Bordeaux, il neige. Merci Nicolas, en tout cas, pour ton invitation. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va très bien, avec plaisir. Je suis très heureux de t'accueillir aussi ici. Et ouais, effectivement, il neige à Bordeaux. Ça arrive une fois tous les 10 ans et quand tu viens, ça arrive. Mais en même temps, c'est super cool. Franchement, après toute la pluie qu'on a eue, ça fait plaisir d'avoir ce petit manteau neigeux là qui donne encore un petit arrière-goût de Noël. Bon, enfin, peut-être une photo d'ailleurs de nous deux sous la neige, ça va être sympa. Alors aujourd'hui, on va parler de Hawk. Ouais. Tu vas nous en parler un peu plus. Qui a comme objectif la gestion des talents et compétences avec l'intelligence artificielle. Bref, si je ouvre les guillemets, c'est retenir les talents grâce à l'IA. Mais on va y revenir. Alors, je vais être aussi totalement transparent avec vous, chers auditeurs et chères auditrices. Je connais Nicolas et j'ai aussi investi personnellement dans un peu de mes économies dans Hawk. Donc, je tiens à le dire, je souhaite être sincère sur ma manière de fonctionner. Je parle tous les jours de transparence, d'authenticité, de sincérité avec mes clients. Tu dois le faire aussi, Nicolas. Donc, c'est la moindre des choses de le faire aussi avec vous. Voilà. Alors, pour commencer, j'aimerais bien revenir sur ton parcours, Nicolas. Ouais. Avant Hawk, qu'est-ce que tu faisais ? Quelle est ton histoire et qu'est-ce qui t'a amené à créer ou à co-créer Hawk ? Alors, je t'explique tout. Et merci à toi de nous faire confiance d'ailleurs dans cette aventure. Tu as été un des premiers à nous faire confiance et c'est ce qui a aussi lancé la machine. Donc, merci beaucoup. Alors, pour mon aventure, moi, j'ai bossé pendant 4-5 ans au Figaro à Paris. Je vendais des outils de recrutement. C'est ça qui m'a fait rentrer dans le monde du RH parce que je n'étais pas du tout du monde du RH avant. J'ai fait une maîtrise d'histoire, donc tu vois, rien à voir, strictement rien à voir. Et du coup, je suis rentré dans le monde du RH par cooptation. Donc, sur le groupe Figaro, j'ai bossé pendant 4 ans à Paris. Je suis descendu bosser pendant 1 an à Bordeaux. Et après, au bout d'1 an, j'étais plus vraiment d'accord avec la politique de l'entreprise. Donc, j'ai décidé de monter mon agence de com RH qui s'appelle E-Team, qui a 11 ans, bientôt 12. Petite agence bordelaise, très sympa. On a une douzaine de personnes. On travaille la marque employeur, on travaille les achats médias et tout. C'est très, très cool. Et il y a 1 an, je rencontre des personnes d'une entreprise bordelaise qui s'appelle Sense4Data. Qui est une entreprise qui fait de la gestion de données en prestation et de l'intelligence artificielle pour les entreprises en prestation.
Et cette entreprise m'explique qu'elle recherche une personne pour pouvoir piloter un projet qu'ils ont. C'est de développer un outil de mobilité interne et de gestion des compétences simplifié par l'intelligence artificielle. Alors, je découvre ça. Je découvre l'outil et je le trouve absolument extraordinaire, mais vraiment fantastique. Un outil qui donne des potentialités de ouf pour les RH aujourd'hui, basé sur toute l'intelligence artificielle et toute la gestion de données. Et je me dis, écoute, feu, on rentre dans l'aventure, parce que l'aventure est belle, qu'ils ont un outil qui est génial, mais qui n'est pas du tout adapté au RH, parce que c'était des techniciens et des ingénieurs, data scientists qui l'avaient fait. Donc, je me dis que je vais vraiment pouvoir leur apporter quelque chose. Et ça, c'était il y a 1 an. Et donc, depuis 1 an, on développe et on pilote l'outil qui a été depuis bêta testé, qui commence à rentrer en commercialisation dès à présent. Ok, on va en parler. Ouais. Et après Figaro, si je reviens juste sur ton passage en fait de salariat à entrepreneur ou même à multi-entrepreneur maintenant, pourquoi tu as voulu basculer dans le côté entrepreneuriat, parce que on sait tous les deux que c'est un long voyage, c'est pas très linéaire comme voyage. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des super moments, il y a des moments un peu plus durs. Et voilà, qu'est-ce qui t'a motivé à te dire, tiens, je vais pas faire une deuxième aventure de salarié et je vais tout de suite partir sur l'entrepreneuriat. Et t'es bordelais aussi au passage? Alors pas du tout. Ah ouais, j'ai une partie de la famille qui est à Bordeaux. Je venais ici de temps en temps et du coup je me suis dit c'était cool de venir. J'avais envie de partir de Paris. Ouais, et puis je suis rugbyman. Donc étant rugbyman depuis plus de 30 ans, le quart sud-ouest en fait est assez attractif pour nous. Okay. Et donc pour répondre à ta question, en gros j'étais vraiment plus du coup. Alors j'ai toujours été quelqu'un qui faisait bien mon travail, mais qui avait un petit peu de mal en fait avec l'autorité mal placée, on va dire, ou des décisions de patrons que je trouve qui sont pas justes. Je faisais mon travail, mais j'avais du mal avec ça. Le Figaro était dans une passe à l'époque quand j'y étais qui était très bien, hein, ça bossait très très bien, mais j'étais pas vraiment en accord avec la politique globale de développement du Figaro, avec la politique client, ça se passait, mais avec la politique globale. Et j'avais l'impression en fait qu'il me manquait quelque chose en termes d'agence de com RH pure sur le quart sud-ouest, pardon. Ce qui était le cas parce qu'il y avait des agences à Toulouse, il y avait des agences à Nantes que tu connais avec lesquelles on travaille, I2O, We Feel Good maintenant, enfin voilà. Ouais. Du coup, il y avait une place à prendre et je me suis dit, écoute, pourquoi pas. Je suis quelqu'un qui j'aime l'aventure, j'aime me dire, écoute, vas-y, feu, on va tester, on va voir comment ça va se passer. Et puis, pour être honnête, j'ai fait ça, j'avais 30 ans. Quand t'as 30 ans, tu risques pas grand-chose. Ouais. Quand t'es bosseur, tu te dis, écoute, j'y vais. Si jamais ça marche pas, je retrouverai du boulot après. Oui, et puis tu rachètes pas une usine. T'as pas des investissements de fou au départ, en fait. Exactement. J'ai investi 3 fois rien. J'avais juste mon capital humain, moi, mon énergie. Est-ce que j'y vais? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? En plus, malgré tout ce que les gens disent, la France est un très beau pays qui aide beaucoup les entrepreneurs qui se lancent. C'est-à-dire que tu pars, quand t'as pas de gros investissements, t'as 2 ans de chômage derrière toi pour faire ton business. Tu sais que, écoute, 18 mois à l'époque, tu sais que, t'as 18 mois pour voir si ça marche. Et si ça marche pas, tu te retrousses les manches et tu vas retrouver du boulot. Et au pire, tu auras trouvé du taf en salarié. C'est exactement ça. Vu l'expérience, le Figaro, c'était certain. C'était exactement ça. Ok. Pourquoi? Alors, je reviens sur Hawk. Ouais. On va zoomer. Pourquoi c'est déjà ce nom, Hawk, OAK? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'était un nom qui avait été trouvé dès le départ par Max, le CMO de Sense4 Data, et je t'avoue que je me suis posé la question pendant longtemps. J'ai cherché, j'ai regardé, je me suis dit est-ce que ça marche pas? Et puis au final, je trouvais vraiment que ça prenait tout son sens. Hawk en anglais c'est le chêne en fait, et c'est aussi one of kind. Donc c'est vraiment le fait de dire déjà premièrement, c'est l'unique en son genre, c'est vraiment la personnalité qui va se retrouver au sein d'une entreprise. Comment on va chercher à développer les personnes et les personnalités au sein d'une entreprise pour faire grandir l'entreprise. C'est un petit peu la même manière que toutes les racines en fait qui vont construire l'arbre et qui vont construire le chêne. Donc je trouvais finalement la métaphore et le titre plutôt intéressant au final. Et puis Hawk, ça va, ça passe. Ok. Alors est-ce que tu peux nous expliquer simplement parce que l'IA, c'est maintenant, je pense, en tout cas c'est ma conviction, c'est un terme qui parle depuis un peu plus d'1 an, enfin quasiment 1 an, tout le monde en entend parler, ou alors il faut vraiment vivre dans une grotte. Néanmoins, c'est pas toujours si simple que ça à concrétiser pour un professionnel d'ARH qui est dans son entreprise, dans son usine, etc., qui se dit oh là, waouh, c'est des beaux concepts, mais derrière j'ai du mal à voir comment moi je vais l'appliquer effectivement à mon quotidien. Donc est-ce que simplement, et certainement mieux que moi, tu pourrais expliquer la mission et la vision de Hawk? Alors, en gros déjà, juste à rappeler, il faut pas avoir peur de l'IA. L'IA est un outil avant toute chose. C'est pas quelque chose qui va remplacer. Quand tout le monde dit l'IA va remplacer tel job, l'IA va non, c'est pas vrai. L'IA va
aider à construire des nouveaux jobs et va être un outil en fait pour les collaborateurs et notamment pour les RH. Ça va être un très bel outil si jamais on s'y met et surtout ça va être un outil qui va permettre au RH de faire son job principal, qui est le fait de s'occuper de l'humain et du développement de l'humain à l'intérieur de la structure. Donc ça, c'était juste le premier point. Hawk, l'objectif, en fait, ça va être de pouvoir proposer justement au RH une analyse de données qui lui permettent de travailler sur 3 aspects principaux. Premièrement, l'engagement collaborateur. Deuxièmement, le développement des compétences. Et troisièmement, ce qu'on appelle le Strategic Workforce Planning. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le Strategic Workforce Planning, c'est une partie de la GE2P. Donc, c'est une partie qui va travailler le fait de pouvoir dire j'ai une partie de mes personnes, de mes collaborateurs qui sont à un niveau A. Je veux les emmener à un niveau B parce que le développement de l'entreprise va être à un niveau B. En lien avec la stratégie de l'entreprise à 3, 5 ans, etc. Exactement, en lien avec la stratégie de l'entreprise. Comment je fais pour développer les compétences de mes collaborateurs qui partent de ce point A pour les amener à ce point B? Donc là, en gros, ça c'est la partie du Strategic Workforce Planning. Et l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle va nous aider à faire au milieu de tout ça? Elle va nous aider en fait à montrer toutes les voies qui sont possibles pour emmener les collaborateurs du point A au point B. Et donc ça veut dire que ça va permettre au RH d'avoir devant lui une multitude d'idées pour pouvoir justement faire progresser ses collaborateurs. Donc là, je la fais en descendant. Cette multitude d'idées, c'est le RH qui va les mettre en place. C'est pas l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle propose. Ensuite, c'est le RH qui fait son travail et qui dit voilà, qu'est-ce que je fais? Telle personne, j'ai telle ou telle option, laquelle je vais prendre, laquelle va être la meilleure pour lui, pour elle, sur la temporalité, ainsi de suite. Ça, qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener un développement des compétences de l'ensemble des collaborateurs. Donc, ça va amener les collaborateurs naturellement à progresser dans leur job ou dans des jobs annexes. Parce qu'un outil comme Hawk, en fait, permet aussi de montrer des plans de carrière transverses possibles et pas uniquement des plans de carrière linéaires. Pourquoi? Parce qu'on se base sur les compétences pures des collaborateurs. Donc, ça va permettre de développer les compétences des collaborateurs. Et ça, qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener un engagement beaucoup plus fort des collabs et donc une grosse fidélisation parce qu'ils vont être, justement, impliqués dans le développement de l'entreprise en se développant eux-mêmes personnellement. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cet outil, c'est que non seulement on met une analyse de données à disposition des RH, donc c'est-à-dire qu'on crée un référentiel métier, on fait un mapping des compétences des collaborateurs, on crée tout un tas de voies différentes pour leur montrer comment on va du point A au point B, mais surtout, on a aussi un espace collaborateur qui permet au collaborateur d'être acteur de son parcours de carrière. Parce qu'on va proposer aussi au collaborateur de lui montrer ce qui est possible au sein de l'entreprise. Donc, moi, collaborateur, j'ai aussi Hawk. Tu as aussi Hawk, tu as aussi ton espace à toi, d'accord, qui te montre toutes les compétences que toi, tu vas avoir intégrées. Donc, c'est important que le collaborateur intègre toutes ces compétences. Et en fonction de tout ce que tu as intégré, tes projets transverses, tes expériences passées, tes projets extra-professionnels, l'outil va comprendre en fait que tu es capable de pouvoir potentiellement avoir tel parcours de carrière qui n'est pas forcément linéaire avec le tien. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, tu peux être commercial dans une boîte et puis finalement avoir des appétences de comptable. Et peut-être qu'on va te proposer un parcours de carrière qui va être de devenir comptable, assistant comptable dans l'entreprise parce qu'on en aura besoin, parce qu'on a des jobs et des opportunités là-dessus et que toi, tu as des compétences qui sont là. Bien évidemment, moyennant une formation, une VAE ou des choses comme ça, mais ça te propose des parcours de carrière linéaires ou transverses. L'objectif, plutôt que de perdre le commercial qui va aller ailleurs, on sait que c'est des coûts d'offboarding qu'on sait gérer. Et de recruter un comptable, de surcroît pas très simple à recruter. C'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Et l'objectif, c'est vraiment de fidéliser au maximum les collaborateurs et du coup, de pouvoir travailler réellement sur quelque chose qui est très fort, c'est la culture et l'ADN de l'entreprise. On va recruter les personnes pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles représentent et ensuite, la partie compétences, on va aider à les développer. Et c'est ça qui est ultra important parce qu'aujourd'hui, la vraie problématique, c'est d'embarquer des gens dans une aventure. Tu vois, et c'est ça. Et en fait, on va embarquer les gens dans notre aventure et on va leur donner tout ce qui est possible pour pouvoir les garder avec nous et pour pouvoir les développer, les faire grandir en même temps que l'entreprise. Alors, c'est intéressant. Et est-ce que c'est pas en décalage avec ce qu'on a vécu depuis le post-Covid, qu'on a vécu tous les deux par nos activités, où toutes les entreprises étaient en mode je recrute à fond, etc. Les gens qui arrivent disent moi ok je viens, mais de toute façon j'ai pas envie de m'engager dans la durée. Donc est-ce que c'est pas en décalage? Parce que tu vois, on parlait de l'IA. Moi, ça fait 1 an que j'entends beaucoup parler de l'IA au service du recruteur. Donc, convaincu qu'effectivement, il y a plein de choses à améliorer pour augmenter la productivité, pas remplacer le recruteur. Ça, je suis aussi en phase et améliorer sa productivité. Toi, tu viens pas du tout sur ce terrain de jeu, en fait. Non. Tu viens pas du tout sur ce terrain de jeu. Tu viens vraiment sur le sujet de la fidélisation, de la mobilité interne. Et en quoi est-ce que tu penses que, quelque part, c'est le bon timing en 2024 pour aller sur ce terrain de jeu versus 2021, 2022, 2023, où on a parlé de recrutement de partout, quoi. Alors, il y a plusieurs raisons, en fait. Parce que déjà, premièrement, ça a
contrecarre la problématique du recrutement. C'est-à-dire que moins tu as à recruter, moins tu vas devoir faire face à la problématique du marché de l'emploi qu'il y a aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui contrecarre, c'est que aujourd'hui, on sait que les problématiques de recrutement viennent principalement des entreprises qui n'ont pas prévu leur recrutement. C'est-à-dire que tu prévois pas tes recrutements, tu arrives sur le marché en même temps que tout le monde, tu as besoin de ce type de compétences. Donc du coup, tu passes tes annonces et puis tu postes on prix, quoi. C'est ça, tu dois combattre avec tout le monde, quoi. Tu vois, donc ça, c'est pas possible. Donc le fait de prévoir, ça c'est plutôt une bonne chose. Et la deuxième chose aussi qui est hyper importante, c'est que ça répond réellement à une demande des jeunes générations. Pourquoi ? Parce que les jeunes générations, en fait, demandent plusieurs choses. Elles demandent de la reconnaissance, elles demandent d'être valorisées au sein de l'entreprise. Et ça, c'est un outil qui permet d'apporter la reconnaissance et de la valorisation parce qu'on les amène à se développer en même temps qu'on développe la boîte. Et le deuxième point, c'est que ça leur permet aussi de pouvoir satisfaire un critère qui est hyper important, qui est le critère de la stimulation. Pourquoi ? Parce que quand on est un jeune et qu'on se dit, tiens, j'ai toujours envie de bouger parce que j'ai envie d'être stimulé, si tu as un outil, en fait, qui te permet aussi d'être acteur de ta carrière, qui te permet aussi toi-même de voir ce sur quoi tu vas pouvoir progresser, ce sur quoi tu vas pouvoir te développer, que ça soit d'une manière linéaire, encore une fois, ou d'une manière transverse, ça te permet de jamais rester, statique. Donc, pour celles et ceux qui veulent, en fait, simplement se développer de manière relativement classique, ils le peuvent. Pour celles et ceux qui veulent se développer de manière beaucoup plus dynamique, ils le peuvent aussi parce qu'ils ont un outil à disposition qui remet du lien clairement entre les collaborateurs et les RH et qui met à disposition des collaborateurs un ensemble de contenus et de données qui leur permet réellement d'être acteurs. Donc, par rapport aux attentes des candidats, par rapport aux attentes des collaborateurs et par rapport aux problématiques du marché de l'emploi, on est pile dedans. Et alors, pourquoi ça vient maintenant ? Parce qu'on n'a pas été créé avant. Mais je pense que si on avait été là en 2022 ou en 2023, on aurait aussi un champ qui était intéressant. Ok. Ce sujet de la mobilité interne et d'un outil. L'outil va amener effectivement, va aider, va permettre d'être plus efficient, etc. Mais il faut déjà que la boîte, c'est un peu comme la marque employeur, si on peut faire tout ce qu'on veut de communication, si à l'intérieur c'est un peu le bordel dans les process RH, c'est compliqué. Voilà, on se comprend bien. Qu'est-ce que tu conseillerais à une entreprise qui aujourd'hui a peut-être pas encore bien travaillé sa politique de mobilité interne, mobilité fonctionnelle, pas de géographique, mais là on parlait de mobilité fonctionnelle beaucoup. Quel conseil tu donnerais à un RH qui est peut-être dans sa PME de 200 personnes, qui n'a pas des ressources folles pour effectivement travailler déjà ces actions de mobilité interne et ensuite de te raccompagner avec un outil type Hawk? La première des choses, c'est que tu sois avec Hawk ou pas. Alors, c'est sûr qu'avec des outils comme Hawk, ça te facilite la tâche. Ouais. La première des choses, c'est que dans tous les cas, aujourd'hui, tu peux difficilement bosser correctement ta partie mobilité interne en RH si tu n'as pas fait de carto de tes métiers et de tes compétences. Ouais. Ça reste la base. Okay. Tu vois, clairement, ça reste la base. Ce qui est bien, c'est quand tu passes avec des outils comme nous, bien évidemment, on t'aide, on t'accompagne dans cette création de ton référentiel métier. D'accord. Ça, vraiment, on t'accompagne sur le sujet. Mais t'as pas besoin nécessairement de nous pour le faire. Tu peux le faire aussi à la main. En autonomie. Il y en a qui le font en autonomie. Tu peux te faire à l'ancienne, un vieux gros tableau Excel. Ouais. C'est tout à fait possible. Mais il faut commencer à partir de là. Si tu pars pas de là, en fait, tu sauras pas ce qu'il en est parce que le vrai gros problème aujourd'hui, c'est de savoir de quoi tu as besoin. Et comment tu veux savoir de quoi tu as besoin si déjà tu l'as pas cartographié. Donc, il faut le cartographier parce que les gens ont trop tendance à se dire ok, je vais recruter un commercial, mais sauf qu'ils savent pas réellement ce qu'ils mettent dans l'annonce parce qu'ils savent pas vraiment en fait le poste de commercial aujourd'hui dans leur boîte à quoi il correspond. Donc c'est à dire qu'il faut vraiment que tu te crées un référentiel métier, ça c'est vraiment la base de la base pour que tu puisses avoir ta carte des métiers. Et ce référentiel métier, il faut pas le construire seul en tant que RH, il faut le construire avec les opérationnels parce que toi tu vas avoir ta vision de RH sur le métier en tant que tel, mais les opérationnels ils auront aussi une autre vision. Donc c'est à toi à la fin de bien cleaner l'histoire et de le mettre, mais il faut le construire, il faut le co-construire en fait, sinon ça pourra pas marcher. Et quand tu es opérationnel, tu penses manager ou tu penses aussi collaborateur ? Les deux. Ouais. Les deux. Pour moi, l'histoire des RH, c'est une histoire collaborative. Clairement. Il faut que le RH soit à la main. Il faut qu'il ait la main, qu'il dirige les process, mais il faut qu'il soit collaboratif. C'est-à-dire qu'il a besoin des managers pour savoir de quoi le manager a besoin et il a besoin des collaborateurs pour pouvoir créer en fait ses potentiels personas et donc du coup savoir exactement ce qu'il en est. Donc il a besoin des deux strates.
Tu peux redéfinir ce que c'est qu'un persona parce que tous les RH ne savent pas forcément ce que c'est qu'un persona. Ce qu'ils devraient savoir en 2023. Ouais. Un persona, c'est le fait de créer un profil type par rapport à une demande particulière. Donc, en gros, il faut pas oublier que quand on recrute, généralement, depuis très longtemps, on a tendance à recruter un poste. Et en fait, on ne doit pas recruter un poste, on doit recruter des profils. Parce qu'à tout poste, en fait, peuvent correspondre plein de profils. À un poste de commercial, peuvent correspondre peut-être 10, 15 profils différents. Et ces 10, 15 profils différents vont pas forcément tous intéresser l'entreprise. Mais par contre, il y en a peut-être 4 ou 5 à l'intérieur qui vont intéresser l'entreprise en termes d'ADN, en termes de culture, en termes d'objectifs, de motivation. Et c'est ça qu'il faut prédéfinir en fait avant de faire un recrutement. Et c'est pareil quand on fait des cartographies. Il faut définir ces personnes-là pour savoir qui est-ce qu'on veut toucher réellement et qui est-ce qui nous intéresse, qui est-ce qui va réussir à faire grandir et à complémentaire dans notre entreprise. Ok. Si je reviens sur l'intelligence artificielle, est-ce que tu penses que c'est aujourd'hui l'IA est en train de devenir un nouveau standard dans la fonction RH? Ça l'est depuis longtemps. On a trop tendance à oublier que l'intelligence artificielle est là depuis très longtemps dans les outils de matching de job board. Donc l'IA est déjà là depuis assez longtemps. Bon, après c'était un petit peu plus basique, mais oui, bien évidemment que ça va devenir un standard. Pourquoi? Parce que ça va devenir un standard dans le monde professionnel en tant que tel. Donc de toute façon, l'intelligence artificielle sera un standard dans le monde professionnel. Donc elle va le devenir dans le RH. Et j'ai envie de dire, c'est d'autant plus important dans le RH parce que le RH est une fonction qui a une multitude de données incommensurables en fait à traiter, à devoir analyser. C'est gigantesque, que ça soit les données de compétences de collaborateurs, que ça soit les données de paye, que ça soit tout un tas de données en fait sur lesquelles le RH doit intervenir. Ces données-là, à partir du moment où tu commences à avoir une boîte qui fait 100, 150, 200 collaborateurs, tu peux plus les gérer. C'est pas possible. Quand tu es dans une petite boîte comme nous, où tu as 10, 12, 15 personnes, tu peux les gérer, il n'y a pas de souci, tu connais, tu te fais tes petits tableaux, tu regardes. Tu n'as pas besoin d'un hawk quand tu es 10, 15. Tu n'as pas besoin d'un hawk, il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Et encore une fois, c'est de rajouter une strate qui n'aura pas d'intérêt, qui va alourdir tes process. Par contre, quand tu commences à être un petit peu en décalage, à ne plus avoir la voilure suffisante pour pouvoir justement traiter toutes ces données, là, à ce moment-là, c'est intéressant. Hawk est intéressant, mais l'IA en général est intéressante. Pourquoi? Parce que ça va te permettre l'IA va te permettre de traiter et d'analyser des données qui vont te permettre à toi, de préanalyser des données qui vont te permettre à toi, RH, de pouvoir justement les interpréter pour faire ton travail pur de RH, c'est-à-dire ramener toute ta valeur ajoutée sur la gestion de l'humain. Donc c'est ultra important, donc ça devient réellement un standard. Ouais, alors j'ai écouté religieusement un webinar que tu as animé avec Léo Bernard sur LinkedIn sur les tendances recrutement 2024. Je mettrai le lien d'ailleurs dans le descriptif, parce qu'il était vraiment hyper intéressant votre échange avec Léo. Et à un moment tu disais, t'as cité une enquête Gartner. Alors je sais pas de quand elle date, mais Gartner qui disait que seuls 5% des RH aujourd'hui utilisaient l'IA dans leur job. Alors je sais pas si on est à plus de 5 aujourd'hui, peut-être que ça a un peu augmenté depuis cette enquête, mais c'est pas bien, je n'aime pas faire des amis quand je vais dire ça, mais des fois j'ai toujours tendance à penser que la fonction RH des fois est un petit peu en retard techniquement, technologiquement versus d'autres fonctions type la com, le marketing qui vont beaucoup plus vite sur des sujets. Toi avec tes clients, qu'est-ce que tu leur conseilles quand tu l'entends dire ah non moi l'IA c'est pas pour moi, ChatGPT surtout j'en veux pas dans ma boîte parce que ouh là là, les collaborateurs, on va les perdre quoi. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Il faut y aller. Alors après, les RH, je pense qu'ils ont un problème aujourd'hui, c'est qu'on leur donne vraiment beaucoup de tâches avec peu de moyens. Avec très peu de moyens. C'est vrai. Avec très peu de moyens. Et le problème de l'IA, c'est que l'IA, il faut se plonger dedans. Si on se plonge pas dedans, en fait, on n'y arrive pas parce que justement, il faut regarder. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Il faut prendre du temps. Si on commence à bosser sur GPT, écoute, il faut créer des prompts parce que les premiers que tu vas faire, ils marcheront pas forcément parce que tu connais pas. Donc l'IA, c'est un peu ça, en fait. Il faut plonger dedans si t'es pas accompagné. Si t'es accompagné, tant mieux parce que tu vas te tenir la main. Après, tu peux trouver plein de choses sur YouTube, sur le web. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup de contenu qui a été produit depuis un an. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut se plonger dedans. Par contre, il faut prendre un peu de temps. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut prendre un peu de temps. Et aujourd'hui, le problème, c'est que si les RH sont pas accompagnés, ce temps-là, ils l'ont moins, tu vois. Donc, je suis pas certain que ça soit vraiment une défiance. D'accord. Parce que pour moi, j'ai l'impression, en fait, qu'on a quand même toute une nouvelle génération de RH. Quand je parle de nouvelle génération, je parle pas forcément des plus jeunes. Je parle des RH qui ont notre âge aujourd'hui et qui se sont mis, justement, à se dire, OK, il faut qu'on fasse évoluer la fonction. Mais ils n'ont pas forcément tous le temps. Parce que le problème, c'est que tu as beaucoup d'entreprises qui se disent, écoute, les RH fonctionnent bien comme ça, très bien, on les laisse. Ouais. Et qui leur donnent ni les moyens humains, ni les moyens financiers pour pouvoir avancer.
pour moi, la difficulté de pénétration aujourd'hui de l'IA dans les RH vient plus des chefs d'entreprise qu'autre chose. C'est un petit peu comme ce que toi tu vis et que tu connais. C'est un petit peu comme la difficulté de pénétration de la marque employeur. Oui. Ça fait 11 ans que j'ai monté eTeam. Ça fait 11 ans qu'on parle de marque employeur. Les premiers à avoir lancé ça, la marque employeur sur les réseaux sociaux, c'était MyRH Community. Il y a 12 ou 13 ans qui avait lancé ça. Il faisait de la marque employeur sur les réseaux sociaux. Donc ça fait presque 15 ans qu'on en parle sur le web. Et sincèrement, on commence à sentir, je sais pas toi, mais on commence à sentir depuis, un an et demi, une vraie avancée en termes de budget pour les moyennes entreprises, bien évidemment, parce que les grosses y sont depuis longtemps. Mais pour les moyennes entreprises, tu te rends compte, ça fait 10 ans. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour moi, le problème vient plus des chefs d'entreprise qui donnent pas les moyens au RH ou le temps de le faire. Je pense que si les chefs d'entreprise disaient au RH, bah écoute, vas-y, prends ton temps, plonge-toi dans l'IA, forme-toi, comme tu dis, regarde plein de tutos, vas-y et tout. Ton métier est stratégique. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai décidé d'investir. C'est ça, je pense qu'ils iraient. T'es pas le sous-fifre du DAF qui est rattaché au CODIR. Enfin, ouais, c'est exactement. un peu dur, mais non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et pourquoi? Parce que, alors ça commence, j'espère, à changer, et on a l'impression, mais parce que les chefs d'entreprise, beaucoup trop, ne comprennent pas l'importance en fait de l'humain. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'un humain remplace un autre humain. Mais le problème, c'est que j'avais partagé un graphique que Caro Mignot avait mis un jour dans une de ses newsletters, qui montrait l'importance en fait du maintien du collaborateur dans l'entreprise et la valeur que le collaborateur prenait pour l'entreprise dans la durée en fait. Et ça, c'est ultra important. Et le problème, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise ont l'impression qu'un collaborateur, en fait, il est là, il fait son job, il est pas là, on le remplace, il y a quelqu'un d'autre qui fait son job. C'est une réalité d'un point de vue purement basique. Mais d'un point de vue valeur, productivité, intérêt, fidélisation, rebond sur tout ce que ça va produire sur les autres, avec la cohérence, avec la cohésion des équipes et tout, le collaborateur qui va rester longtemps aura plus d'intérêt. Donc l'humain est vraiment au centre de toute la problématique de l'entreprise. Et il y a trop de chefs d'entreprise qui l'ont pas compris encore, enfin qui l'ont pas suffisamment compris, et donc du coup qui donnent pas les moyens au RH. Ok. Aucun. Ouais. Ta cible. Quel type d'entreprise tu vises? Est-ce que tu vises les très grosses? Non. Est-ce que tu te dis je vise plutôt les PME, ETI? Comment est-ce que vous avez réfléchi de cette stratégie commerciale? Et qui vous voulez convaincre d'avoir effectivement ces moyens? Alors, on veut pas convaincre parce qu'en fait, ils sont convaincus qu'ils en ont besoin, même si je suis d'accord, il va falloir qu'on convainc au départ. En fait, on se base sur il va y avoir un peu d'évangélisation à faire quand même. Il va y avoir d'évangélisation, on est bien d'accord. On se base sur des entreprises qui se vont on va dire plus de 100 personnes, même s'il y en a certaines de 50 qui ont une certaine croissance, qui ont envie justement qui nous ont sollicité parce que ils ont un intérêt de l'outil pour pouvoir, parce qu'ils ont déjà investi sur la fonction RH, ce qui est déjà pas mal. Fait, qui ont déjà investi sur la fonction RH, exactement. Mais sinon, on va dire à peu près une centaine de personnes jusqu'à ça peut aller jusqu'au bout si tu préfères. Après, notre cible, pour être honnête, ça va pas être les grosses entreprises parce qu'on part du principe, déjà d'un point de vue business, c'est beaucoup plus chiant à gérer des grosses boîtes que des boîtes moyennes. Et on part du principe que c'est pas elles qui ont le plus besoin d'outils comme ça. Elles se surstackent, c'est une chose, mais elles ont déjà des armées mexicaines qui s'occupent de tous ces sujets-là. Nous, on veut jouer, c'est ça. Nous, on veut jouer en fait sur des boîtes. Tu vois, t'es une boîte, et j'ai plein de clients comme ça, tu vois, qui sont des boîtes, et je pense que t'en connais, des boîtes de 300, 400 personnes qui ont 2 RH, 3 RH grand max pour tout faire. Comment tu veux tout faire dans une boîte de 300 personnes avec 3 RH? Donc, ces personnes-là, si jamais en plus sur ces sujets-là, tu leur donnes des outils qui leur permettent justement de leur pré-mâcher le travail, bah ok, cool, ça leur donne un souffle, tu vois, une bouffée d'air qui leur permet justement de préanalyser des données qui vont leur servir sur plein de choses et qui leur permet de commencer à se poser sur ce sujet de la fidélisation des collaborateurs, du développement des compétences et ainsi de suite, qui est ultra important et qui est primordial. Ok. Sujet sous-jacent autour des outils IA, moi que j'entends de la part des RH, c'est l'éthique. L'éthique et puis les sujets de diversité et inclusion. Quel lien tu fais entre l'IA et ces thématiques dans le cadre de Hawk en particulier? Est-ce que vous y avez pensé, vous y avez travaillé avec les équipes techniques? Alors c'est un des sujets en fait qui m'a intéressé parce que je suis assez basé sur le côté éthique, sur le côté inclusion. C'est un sujet qui me touche particulièrement. C'est aussi un des trucs qui m'a plu chez Hawk, c'est que alors, il faut bien comprendre que l'IA, de base, c'est des modèles mathématiques. Donc, c'est-à-dire que ça n'a rien d'intelligent, en fait. Ça ne réfléchit pas. Ce sont juste des modèles mathématiques qui proposent la plus forte probabilité à une question posée. Donc, c'est vraiment purement ça. Si on base une IA, comme ce qui est le cas chez Hawk, sur des critères qui sont des critères factuels et qui sont dénués, en fait, de biais classiques, à ce moment-là, on va se retrouver avec des résultats qui vont être factuels et qui vont être dénués de biais classiques.
Et c'est l'objectif. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de proposer aujourd'hui en interne les profils les plus adaptés, les plus adéquats pour une demande. Et donc, du coup, l'intelligence artificielle se fiche de l'origine du profil, du fait qu'il soit RQTH, ci ou ça, on n'en a rien à faire. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la complémentarité entre le profil et la demande de l'entreprise. Ça, c'est ultra intéressant au niveau éthique interne. Mais l'éthique interne, j'ai envie de te dire, c'est peut-être, on va dire, déjà moins important. Parce que si les personnes sont déjà diverses à l'intérieur de l'entreprise, que tu les proposes pour un poste ou pour un autre, ça change pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est que Hawk, par rebond, va pouvoir s'occuper aussi de vivier de candidatures des entreprises et donc là, avoir un vrai rôle éthique, un vrai rôle inclusif. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, le premier tri et les premiers candidats qui seront proposés pour une offre d'emploi, tout ça, ça sera dénué des premiers biais que tu peux avoir quand tu recrutes. Et donc, du coup, on aura un aspect vraiment inclusif sur le sujet parce qu'on prendra les personnes les plus complémentaires et on se fichera de tout le reste. Et ça, c'est ultra important parce que ça va ouvrir le champ des possibles pour les RH. Donc, moins potentiellement sur l'interne que sur ce que l'outil Hawk peut faire sur des candidatures externes via l'accès au vivier de candidature. Ok. Tu as parlé du strategic workforce planning, tu en as déjà parlé, effectivement, j'avais noté ce point-là. Et, ce n'est pas un terme qu'utilise forcément tout le monde tous les jours. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est indispensable aujourd'hui d'avoir un strategic workforce planning ? Pour plusieurs choses. Déjà, premièrement, parce que on sait que les entreprises qui se développent, et qui perdurent, c'est des entreprises qui ont une vision. Ouais. Si t'as pas de vision, ça marche pas. D'accord ? Donc, c'est bien d'avoir une vision business, mais cette vision business, il faut... Je t'interromps, je me permets de te couper, mais le nombre d'entreprises que je vois et qui... Je vais prendre en usine, voilà, technicien de maintenance. Ouais. C'est indispensable, on sait que c'est des métiers qui sont difficiles à recruter. Ouais. Et je vois encore des tonnes d'entreprises qui attendent la démission d'un technicien de maintenance pour passer une annonce et puis pendant 6 mois galérer à recruter, quoi. Ça, faut être très très clair, c'est la grosse galère. Et je me suis interrogé X fois auprès d'un certain nombre de RH en disant mais tu sais que tu as, je sais pas, 5 techs, tu vas en perdre un dans l'année. Bah, quasiment, tu sais qu'en début d'année, il faut que tu lances une annonce parce que tu vas en paumer un dans l'année. C'est ça. Statistiquement, voilà, que tu veuilles ou que tu veuilles pas. Puis au pire, si t'en as en trop, c'est pas perdu. Hein, un technicien de maintenance, c'est pas cata. Mais donc, je trouve que cette culture de stratégie workforce planning, elle n'est pas encore ancrée dans beaucoup d'entreprises. Je mets de côté les grosses qu'on déploie à 5 ans avec des plans de recrutement, etc. Voilà, ou en tout cas la majorité des entreprises importantes. Mais que faire pour effectivement aider les RH à se poser et à réfléchir et pas attendre la démission pour recruter, quoi. Ben, en fait, c'est tout le souci et c'est tout le sujet et c'est pourquoi on pense que des outils comme Hawk vont révolutionner l'histoire. C'est parce que le problème, c'est que tu réfléchis comme ça et là, tu viens de le dire à juste titre, tu vois, tu peux le faire pour un poste, c'est bien. Mais aujourd'hui, tu es RH d'une boîte. Est-ce que tu as les moyens de le faire pour l'ensemble de ta structure? Mais non, si t'es pas accompagné ou si t'as pas le temps de le faire, c'est très compliqué. Donc, soit on te donne le temps de le faire, soit on t'accompagne avec des outils pour pouvoir le faire. C'est les deux options. Mais par contre, bien évidemment, il faut repartir de ce qu'on disait. C'est-à-dire qu'il faut avoir la base. C'est-à-dire la base, c'est ta cartographie des métiers, la cartographie des compétences de chaque personne. Ensuite, derrière, il faut voir, comme tu le dis, essayer de projeter le turnover que tu as pour pouvoir justement l'anticiper. Donc ça, soit pareil, tu le fais à la main, soit tu as des outils qui le font et c'est pareil, Hawk t'aide à le faire. Et après, il y a un autre point qui est encore super important, c'est prévenir, et ça, ce qui est important dans le Strategic Workforce Planning, prévenir la perte des compétences par rapport au départ à la retraite ou au départ de personnes qui ont des compétences uniques. Et tout ça, en fait, ça fait partie du Strategic Workforce Planning dans ta vision de l'entreprise qui est au départ une vision business qui doit être corrélée avec le SWP à une vision qui soit une vision justement RH. Et ça, c'est hyper important. Et ça, c'est le métier des RH, tu vois, de devoir se faire ça. Mais pour pouvoir le faire, il faut soit avoir le temps de pouvoir te construire ta base, soit avoir des outils qui t'accompagnent. Mais je suis d'accord avec toi, il y en a trop peu qui le font aujourd'hui. Alors, pour plusieurs raisons. Premièrement, soit parce que ce qu'on vient de dire, ils n'ont pas le temps ou ils n'ont pas les outils, mais aussi parce que, faut être honnête, on a toujours fait comme ça et ça se passe à peu près correctement. Il est là dans les entreprises. Bien sûr. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as plein de boîtes qui disent, on a toujours fait comme ça. Ton technicien de maintenance, tu vas galérer pendant 6 mois. Mais c'est pas grave, on a toujours fait comme ça. Alors c'est sûr, ce serait mieux pour la boîte de faire autrement et ce serait plus agréable. Maintenant voilà, est-ce qu'on franchit cette étape ou pas? Je pense que si on est à l'époque où on doit la franchir. Ouais, je pense que ça évolue. Ouais, c'est ça. En tout état de cause sur ce sujet. Je change totalement de sujet. Tu as lancé une liste, alors j'ai vu ça sur LinkedIn, des 250 plus grands influenceurs RH. Alors pourquoi t'as fait ça?
C'est quoi ta définition d'influenceur RH? Parce que c'est un mot qui est un peu, des fois, galvaudé, tarte à la crème. T'as eu des surprises? Est-ce que t'as des gens qui t'ont écrit qui sont vexés de pas être dedans? Voilà. C'est quoi les coulisses de cette initiative? C'est marrant. Alors c'est une initiative. Je mettrai la liste. D'ailleurs, je mettrai le lien aussi dans les descriptions. C'est une liste qu'on a fait avec Elisa et Fanny. Enfin, moi je l'ai pas trop faite. C'est plutôt Fanny et Elisa qui l'ont faite, qui travaillent toutes les deux chez Hawk, donc qui font partie de l'équipe. L'idée, c'était de se dire, écoute, on va créer une liste parce qu'il y a beaucoup de gens qui se parlent entre eux, mais il y a beaucoup de gens qui se connaissent pas. L'objectif, c'est toujours, je pense, à mon avis, en tous les cas, je pense que pour toi, c'est pareil. Quand on bosse sur LinkedIn, quand on produit du contenu et tout, c'est pour essayer de faire avancer un petit peu le schmilblick et le problème des RH. C'est pour faire en sorte que les gens se posent des questions, que justement, ça avance sur ces sujets de strategic workforce planning, ces sujets de marque employeur, ces sujets d'expérience candidat, tous les sujets desquels on parle en fait quotidiennement. C'est le fait de faire bouger les choses, que ça soit au niveau des RH et aussi au niveau des chefs d'entreprise, de leur faire comprendre. Et on s'est dit que si on essayait de mettre en relation le plus de RH possible, le plus de personnes en fait dans ce secteur-là possible, on allait pouvoir continuer de créer des débats, de parler, de faire avancer les choses. Parce que nous, on va parler d'un sujet, on va donner notre idée, mais c'est aussi ultra intéressant. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a des gens qui viennent pour dire « Ah ouais, je suis pas forcément d'accord avec ça », et d'ouvrir le débat pour faire avancer justement les propos. Donc ça, c'était l'objectif de base, c'était de connecter le maximum de personnes ensemble pour justement faire enrichir le débat les uns les autres. Alors après, donc on a appris 250, on a pris il y en a certainement plus que ça, mais on a pris ceux qu'on avait trouvés. Notre critère, c'était principalement de produire du contenu LinkedIn de qualité sur des sujets RH. C'était notre critère de base. Alors de qualité, c'était subjectif, c'est nous qui disions, mais c'était de produire du contenu de qualité sur des sujets RH et surtout qui soit le plus possible dénué d'aspect commercial. Parce que souvent les rageux, entre guillemets, ils vont dire « Ah, mais attends, c'est un entre-soi. » C'est que des gens comme, d'ailleurs, toi ou moi, qui sont là juste pour vendre leur business, etc. Moi, j'ai tendance à dire, quand j'ai commencé à être très présent sur LinkedIn et surtout sur Twitter à une époque, quand j'y suis un peu moins, avec une belle communauté, j'étais responsable du développement RH chez Groupama. Je vendais rien, en fait. Et moi, j'essaie d'expliquer aux RH, mais si prenez la parole, soyez acteurs. C'est pas parce que, oui, il y a des entreprises qui ont des choses à vendre, mais quelque part, vous aussi, vous avez des choses à vendre. Vous avez une entreprise à vendre, vous avez des métiers, vous avez une boîte. Et je trouve qu'il y a encore, pour avoir regardé cette liste, il y a encore pas assez, pour moi, de RH en entreprise qui osent franchir le cap, prendre la parole, s'exprimer. Est-ce que t'en vois aussi tous les jours et qu'est-ce qu'on peut leur dire pour dire mais allez-y, prenez la parole. C'est pas pour ça qu'il faut faire 2 posts par jour, quoi. Bien sûr. C'est pas le sujet, quoi, en fait. Mais tous les jours on en voit, et tous les jours on en voit qui se disent ouais, mais je sais pas si j'aurais quelque chose à dire. Est-ce que je vais poster tous les jours? C'est ce que tu dis, on n'a pas besoin de poster tous les jours. Est-ce que je suis légitime sur ça ou sur ça? Mais bien sûr que tu es légitime. À partir du moment où tu parles de quelque chose que tu as vécu, que tu donnes ton avis, tu es légitime. Bien évidemment que si tu arrives et que tu dis écoute, la marque employeur c'est ça et c'est pas autrement. Ah non, on va te dire non, c'est pas l'histoire. Tu peux dire la marque employeur, moi je la vois comme ça, je la traite comme ça, je pense que c'est intéressant. Ok, ça c'est cool, ça enrichit le débat. Et c'est ça qu'il faut faire en fait. Les gens ont trop peur alors, ils ont peur de se faire juger, c'est compréhensible, c'est normal, c'est quand même une ouverture sur le monde, les réseaux sociaux, il faut être honnête. Donc forcément... Tu t'exposes. C'est ça, c'est une petite mise à nu, et ça je peux comprendre qu'il y en a certains ou certaines qui soient timides et qui aient un petit peu de mal à y aller. Mais une fois passé ça, le fait de communiquer, ça enrichit le débat. Et de toute façon, on part du principe que, quel que soit le sujet, c'est l'ensemble. Plus il y aura de points de vue, plus il y aura de personnes qui vont parler du sujet, plus justement, ça sera riche et plus ça sera intéressant. Donc au contraire, il faut y aller. Et on pousse les gens, les RH à en parler, mais ils ont un petit peu cette crainte, et puis d'autres par manque de temps, parce qu'ils essayent à un moment donné, ils le font pendant 1 mois ou 2, et puis après ils arrêtent parce qu'ils ont plus de temps. Mais oui, ça serait bien d'en avoir beaucoup plus que ça, je suis complètement d'accord. Ok. Merci pour toujours ces premiers éléments. Dernière partie de notre échange. J'aimerais qu'on échange sur l'évolution de notre fonction RH. Un peu ta vision de cette évolution. Quelles sont alors, les grandes tendances? C'est toujours un mot un peu difficile, mais qu'est-ce que tu vois bouger et comment est-ce que tu penses que les ressources humaines, la fonction RH, qu'est-ce qu'elle va devoir adapter? Qu'est-ce qu'elle va devoir faire pour toujours être pertinent ces prochaines années et goût du jour pour recruter et fidéliser? La première chose qu'on peut prendre, c'est ce dont on parle depuis le début, c'est l'intelligence artificielle. C'est que pour moi, il va falloir qu'elles intègrent l'intelligence artificielle dans leur process, il va falloir qu'elles l'intègrent en tant qu'outil sur des outils annexes ou qu'elles l'intègrent elles-mêmes, tu vois, sur les petits outils type GPT. Ça, pour moi, c'est une première chose. Mais ça va du point de vue un peu plus global qu'il faut que les RH
rajoutent un petit peu de curiosité parce que leur métier évolue énormément, évolue très rapidement comme beaucoup de métiers. Donc je pense qu'une des plus grandes qualités d'un collaborateur quel qu'il soit, et encore plus dans les RH, c'est vraiment la curiosité, être ouvert en fait à tout ce qui peut se passer aux nouvelles tendances, justement. Pour moi, une des tendances fortes, si jamais je devais ressortir des tendances fortes, ça serait le fait réellement en fait de se reposer sur 2 aspects, qui est le premier aspect de changer un petit peu le paradigme d'entrée du RH, qui est aujourd'hui trop basé sur un système qui est un système, comment dire, classique. On a tendance à ne pas vouloir admettre que le candidat est un client ou que le collaborateur est un client. Donc changer un petit peu son fusil d'épaule, changer son angle d'approche et se dire que tous les aspects qui existent dans l'entreprise, sur les aspects marketing, sur les aspects clientèle ou sur tous les aspects qui ont été développés depuis de nombreuses années, sont complètement transférables au RH. Et ça, c'est une tendance qui commence à poindre, à ramener le bout de son nez, tu vois, à pointer le bout de son nez, pardon, parce que tous ces aspects de grosse marketing RH, tous ces aspects de marketing RH, tous ces aspects commencent à arriver. Et on commence à comprendre que c'est pas un vilain mot que de dire que le candidat est un potentiel client, que c'est pas un vilain mot que de dire que le collaborateur est un client. Et à l'intérieur de ça, on va pouvoir récupérer tout un tas d'outils qui ont été ultra bien développés par le marketing et qui sont complètement adaptables. Je prends l'exemple, pour moi, un exemple qui est principal et qui est ultra intéressant, c'est le concept d'expérience map. Tu vois ce que c'est le concept d'expérience map? Ouais, mais je veux bien que tu expliques effectivement à nos amis qui nous écoutent. Alors le concept d'expérience map, dans le principe marketing classique, c'est le fait de se dire, ok, je vais poser plein de questions au client quand il est prospect, au client quand il est client, au client quand il renouvelle. Je vais poser plein de questions pour voir comment il a vécu son cycle de vie à travers le produit qu'on lui a vendu. Et ces questions, on va les poser du départ, c'est-à-dire comment il nous a connus, comment il en est venu à prendre le produit, comment il est venu à s'y intéresser, comment ça s'est passé quand il a eu le produit en main, comment ça s'est passé à la fin de son abonnement ou à la fin de vie de son produit, comment il est revenu, comment il a renouvelé, ainsi de suite. Et à l'intérieur en fait de tout ce cycle, on va poser plein de micro-questions. C'est-à-dire que quand tu as pris ton contrat, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était simple? Est-ce que c'était pas simple? Est-ce que tu as une dématérialisation? Ton cycle ton onboarding, comment il s'est fait? Toutes les phases de l'onboarding, comment elles ont été? Est-ce que ta relation avec ta relation client était bonne? Est-ce que les mails étaient suffisants? Est-ce qu'ils n'étaient pas assez nombreux? Est-ce qu'ils étaient trop nombreux? Ainsi de suite. Et on va poser plein de micro-questions en fait qui vont nous permettre de comprendre de manière très très fine tout ce que le client a vécu et tout ce qu'il a apprécié et tous les points de friction qu'il a rencontrés. Ça nous permet d'établir une liste de choses qui sont bonnes et surtout de choses à faire évoluer avec une temporalité par rapport à la difficulté ou la simplicité en fait d'évolution des choses qu'on doit mettre en place. On peut faire exactement la même chose avec des collaborateurs, que ce soit des collaborateurs dans l'entreprise ou des candidats. C'est-à-dire qu'on va leur poser plein de questions sur tout ce qu'ils vivent au quotidien. Si on prend un collaborateur, ça peut aller du moment où il part de chez lui pour aller au bureau jusqu'au moment où il rentre chez lui le soir. Ça peut être des questions sur comment ça se passe, à quelle heure il se lève, combien de temps de trajet il a, est-ce que le trajet est compliqué, est-ce qu'il n'est pas compliqué, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour améliorer, quand il arrive, comment ça se passe, est-ce que sa prise de poste elle est bonne, est-ce que ses fauteuils sont bons, est-ce que... Tout un tas de questions. Quand on lui propose un nouveau client, que ce soit un client interne ou externe, comment ça se passe, est-ce qu'il a un bon niveau d'information, est-ce qu'il a un moins bon niveau d'information, tout un tas de questions en fait qui sont des questions qui vont rythmer tout son quotidien. Et ça nous permet en fait d'apercevoir des points de friction dans le quotidien du collaborateur et de pouvoir justement mettre une hiérarchisation sur les actions qu'on a à mettre en place. Et c'est ultra intéressant parce qu'on s'aperçoit souvent qu'il y a plein de petites actions qui sont extrêmement simples à mettre en place, qui se coûtent zéro argent. C'est pas une histoire d'argent. Exactement. Qui sont pas difficiles et qui peuvent largement améliorer la vie du collaborateur au quotidien dans l'entreprise. Et idem pour le candidat. Et ça, l'expérience map, c'est un concept marketing en fait qui peut être complètement mis en exergue et mis en avant dans le principe RH et qui vient justement du market. Donc je pense que ce côté transformation de la vision du RH vers une vision plus entreprise, plus market, à mon avis, c'est vraiment une tendance forte qu'on va avoir sur les prochaines années. Intéressant. T'as pas beaucoup parlé là de l'offboarding, parce que je trouve qu'on a tendance à
je dirais des fois, à bien gérer les départs des mauvais collaborateurs et à mal gérer les départs des bons collaborateurs. C'est une tendance aussi pour toi? Est-ce que ça, je dirais que c'est plus qu'une tendance, c'est un incontournable aujourd'hui? Ouais, mais en fait, les RH commencent à prendre conscience que l'offboarding est important à plusieurs niveaux. Comme tu dis, jusqu'à présent, on avait tendance à plus s'occuper des mauvais collaborateurs pour éviter que ce soit compliqué pour derrière. éviter que ce soit compliqué derrière. Et on capitalisait pas en fait sur les bons collaborateurs. De la même manière que l'onboarding, on capitalise pas dessus aujourd'hui non plus. Hein, c'est pareil. Mais les RH commencent à le comprendre. Bien évidemment que c'est primordial. C'est primordial parce que c'est quelque chose qui va perdurer. Alors, déjà, il y a le côté capitalisation, visibilité. Le côté capitalisation, visibilité, on l'utilise pas assez dans l'onboarding et pas assez dans l'offboarding. C'est-à-dire que l'onboarding, on se sert pas généralement assez de l'énergie des nouveaux collaborateurs qui intègrent l'entreprise pour qu'ils puissent diffuser notre image. C'est ce qu'on devrait faire de manière régulière en termes de marque employeur. On devrait leur donner un kit à disposition pour qu'ils puissent communiquer. Et ils ont de l'énergie, ils sont contents, ils viennent d'arriver, ils sont beaucoup plus susceptibles d'être vecteurs de bonnes ondes, de bonnes énergies pour pouvoir justement attirer d'autres candidats et pour pouvoir rebooster un petit peu les collaborateurs qui sont au sein de l'entreprise. Et au niveau de l'offboarding, c'est exactement pareil. Pourquoi on ne demande pas à un collaborateur en fait de pouvoir communiquer sur la manière dont ça s'est passé, sur ce qu'il y a eu de bien, sur ce qu'il y a eu de mal, de pouvoir aussi récupérer du feedback et vraiment travailler sur cet offboarding candidat qui s'est bien passé parce que ça reste un ambassadeur potentiel en fait de l'entreprise à terme. Et ça, on a trop tendance à l'oublier. On a trop tendance à dire bon, bah, ok, ça s'est bien passé, tant mieux. Bah, c'est pas grave qu'il fasse sa vie ailleurs et qu'il vive bien, tant mieux. Mais on capitalise pas dessus. Il faut vraiment capitaliser dessus parce que bah, c'est un point important, surtout quand ça s'est bien passé. Parce que quand ça s'est bien passé, c'est pareil. La personne sera toujours beaucoup plus enclin en fait à pouvoir diffuser une meilleure image et à pouvoir avoir une énergie suffisamment intéressante pour être bénéfique pour l'entreprise. Ok, très clair. Allez, les questions finales, les questions traditionnelles. Déjà, est-ce qu'il y a un sujet une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Je sais pas, tu m'as pas dit par exemple si je skiais bien, mais c'est pas grave. Alors, et tu skis bien? À Bordeaux, tous les jours, tu fais du ski? Tous les jours à Bordeaux. non, pour le coup, ça a été assez complet, pas de souci. C'était très, très bien. Ok. Merci. Ouais, et bah, tiens, ce que je peux te proposer, c'est de nous raconter une anecdote que t'as jamais racontée sur aucun webinaire, aucun podcast. Je sais pas si, parce que t'en as quand même fait beaucoup, avec un client, un prospect, un collab, un candidat, ce que tu veux, en fait. Quelque chose que tu trouves intéressant, que tu auras envie de nous partager. Alors, il y en a une que j'ai jamais racontée, enfin que les gens que je connais connaissent, hein, mais que j'ai jamais raconté en podcast ou quoi, qui est une anecdote qui montre que rien n'est jamais acquis d'avance et qu'il faut toujours se méfier en termes de commerce de ce qui peut se passer. Alors c'est pas forcément positif, mais voilà. J'étais un jour avec un prospect qu'on a rencontré sur Bordeaux, qui avait une grosse boutique sur Bordeaux, un gros store sur Bordeaux, qui voulait qu'on travaille en fait sa visibilité, le travail de sa marque employeur, sa visibilité et tout. Donc on a fait un premier rendez-vous sur Bordeaux, c'est super bien passé et tout, machin, c'était génial, hop, super. Et je disais à un petit commercial que j'avais, faire attention parce que c'est jamais acquis et ce type de client, je me méfie quand même. Hein. Et le petit commercial que j'avais était super motivé. Il se disait mais non, c'est top, ça va être un super contrat et tout, ça va être génial. Je fais ok, très bien. Bon, on continue. On fait un deuxième rendez-vous dans d'autres locaux à son siège. Et là, ça se passe super bien, c'est génial. Ok, on va s'occuper de ta marque employeur, on va tout faire, on détermine tout, on signe le devis, on prépare le devis, on fait tout ce qu'il faut et tout nickel, super. Il nous présente à toute son entreprise, mais il nous présente à toute son entreprise. Hein. Il nous fait faire le tour des bureaux. C'est E-Team qui va s'occuper de notre communication, de notre marque employeur. Ils sont top, ils sont géniaux et tout, machin. Donc, on fait le tour de tout le monde. Ça dure 3 heures, c'est top et tout, machin. On rentre, mon petit commercial super content et tout. Je lui dis, écoute, c'est vrai, ça s'est bien passé. Maintenant, bon, c'est pas signé encore, mais ça s'est bien passé, tu vois. Donc, normalement, il n'y a pas de raison. Hop, donc j'envoie le devis au client. J'ai pas de retour. Je le rappelle 3 jours plus tard. Et là, il me répond... oui, mais je trouve que vous êtes insistant. C'était la première relance que j'ai eue. Je trouve que vous êtes assez insistant et puis en plus, vous m'appelez sur mon portable. Je fais, ouais, mais en même temps, vous m'avez donné votre numéro de portable. Je vous ai envoyé un devis. C'est un peu bon ça, un portable. On est censé commencer dans 3 jours. Enfin, voilà, quoi, c'est normal. Il me fait, non, je sens que ça va pas le faire. Ah, voilà. Hop, crac, clôturé. Mon petit commercial désespéré, atroce. Et c'est là où je lui dis, écoute...
En commerce, et quel que soit en fait le métier que tu fais, tant que c'est pas signé, tant que c'est pas finalisé noir sur blanc, il faut savoir qu'il y aura toujours un risque à ce que ça n'arrive pas. Donc je le souhaite à personne, mais malheureusement ça arrive encore de temps en temps. Ouais, c'est vrai que c'est dommage quand le temps passé et l'investissement qu'il y a derrière. Ouais, c'est ça. Merci, très sympa. Alors sur ce podcast, on n'a jamais fait comme ça. Est-ce que tu me recommanderais des personnes à interviewer, que ce soit des entreprises, des dirigeants d'entreprises qui interviennent au sein de la fonction RH, ou des DRH ou des managers RH qui sont en poste, que tu trouves intéressants, interviewés, qui ont des choses à raconter? Alors, des personnes à interviewer, hein, pas les là on n'est pas sur les podcasts, c'est les personnes à interviewer. Ouais, c'est plutôt des personnes à interviewer, des gens dont tu te dis, connus ou pas connus d'ailleurs, hein. Ouais. Dit, tiens, ces personnes-là, ils mériteraient d'être mis en avant et de raconter un peu ce qu'ils font. Alors, et d'inspirer les autres, du coup. Alors, il y a une personne que j'aime beaucoup, avec qui j'ai fait un truc il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Dominique Dietrich, qui est l'ancien DRH de Merrick, qui aujourd'hui a développé à sa boîte de consulting. Très intéressant sur toute la partie GE2P, très intéressant sur la partie capital humain et tout. Lui, il est franchement très, très bon. Et il y a une autre personne que j'aime beaucoup, je ne sais pas si tu le connais, il s'appelle Benoît Frère. Je sais pas si tu vois. Je le connais par LinkedIn, mais je le connais pas personnellement. Voilà, donc Benoît Frère qui a une énergie de dingue et qui a une vraie vision du RH moderne et qui est ultra intéressant. Là, pour le coup, t'as deux. C'est assez cool parce qu'en fait, t'as des visions qui sont différentes, t'as des angles d'approche qui sont différents, t'as un fond du job et de ce qu'ils veulent faire qui est assez commun sur les deux, et tu as deux générations qui sont complètement différentes dans leur approche. Donc là, je pense que déjà, si tu fais les deux, tu seras pas mal. Ok, merci, top. T'écoutes des podcasts? J'écoute quelques podcasts. Ouais. J'ai pas beaucoup de temps, mais j'en écoute quelques-uns. Et alors, t'écoutes quoi? Alors, RH ou pas d'ailleurs, hein, parce que alors, pas forcément. Hein. Podcast RH en dehors du tien, de celui de Léo, qu'on écoute de manière régulière, mais comme on se croise assez souvent, c'est autre chose. Le podcast de Léo, c'est Tam Tam. Ouais. De Tam Tam, ouais. J'aime beaucoup le podcast de Marie Delattre. Oui, je sais pas si tu connais. Marie est rennaise. Ouais, c'est vrai qu'elle est rennaise. J'aime beaucoup de podcasts de Marie Delattre. Ouais. J'aime beaucoup son approche, j'aime beaucoup son franc-parler, les causes qu'elle défend. Donc je trouve ça plutôt assez intéressant au niveau des podcasts RH. Et sinon, il y a un autre podcast qui pour moi est la base et qui devrait être utilisé par tous les RH, même si au départ ce n'est pas un podcast RH. C'est le podcast de Caro Mignot, Marketing Square, parce que voilà, il dégrossit l'ensemble de ce qui est possible et imaginable dans le monde du marketing et complètement adaptable. Et après, si je devais t'en donner un dernier, mais le problème c'est qu'il n'y a plus d'épisodes qui sortent, c'est malheureux, mais qui avait fait des super épisodes, c'est le podcast de Team for the Planet, l'ancien Time for the Planet, qui s'appelle Pisser sous la douche ne suffira pas, et qui a fait intervenir des intervenants vraiment extraordinaires sur des sujets vraiment actuels, de problématiques écologiques, qui sont hyper cool et qui vulgarisent certains aspects justement des problématiques qui peuvent être liées justement à la lutte climatique, qui sont ultra intéressants. De toute façon, je mettrai tous les liens, même si ce podcast n'a peut-être plus de nouveaux épisodes, on sait qu'il y a des épisodes qu'on peut réécouter même 3 ans après, hein, c'est pas grave en fait. Tout à fait. Il y a des podcasts d'actualité, c'est un peu plus compliqué, mais des podcasts qui sont pas d'actualité, c'est pas très grave. Et puis je pense que le sujet est d'actualité. Ouais, complètement. Ok, très très clair. Si besoin, si on veut te contacter. LinkedIn. Ouais, je réponds sur LinkedIn. Ouais, je suis un gars sympa, je réponds à tout le monde. Même si ça me prend du temps, je réponds à tout le monde. LinkedIn et puis après, si jamais vous êtes intéressé pour une démo de Hawk, vous pouvez aller sur le site, il y a un Calendly qui est ouvert, donc n'hésitez pas. Mais sinon, principalement, je mettrai tous les liens de toute façon dans l'épisode et les posts LinkedIn que je ferai autour de cet épisode. Un grand merci, Nicolas. Merci pour à toi. Temps, pour ta disponibilité, pour ton accueil aussi bordelais. Ton accueil frais sous par la la neige. météo, sous la neige, mais chaleureux par l'humanité que tu dégages. Écoutez, je vous dis à toutes et à tous à bientôt pour un nouvel épisode, et encore merci Nicolas. Merci. Au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!